Comme ma collègue Marie Falcon l'a signalé, on tient avant tout à remercier les participants et surtout les témoins pour mener à bien cette présentation. Marion Revol, Fabrice Bouchon, qui sont les propriétaires de la maison dont on va parler ce soir. Et puis Adrien Abel, qui est un des associés de la société Écosystème Construction, qui a donc participé grandement à la bonne mise en œuvre de ce projet. Petite précision logistique, au cours de la présentation, on vous a coupé les micros comme on vous l'a dit tout à l'heure pour la bonne tenue de la présentation. Il n'empêche que vous avez bien évidemment la possibilité de participer et de poser vos questions. Normalement, vous avez un chat au bas de votre écran. Si vous cliquez sur une petite bulle de conversation qui s'appelle « Converser », vous avez accès au chat. Et par ce biais-là, vous pouvez poser vos questions. Moi, je vais tâcher de dérouler la présentation. Marie, qui est ici présente également, va être en support logistique pour relayer les questions. Donc voilà, on vous a coupé les micros, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas participer. Ça veut simplement dire qu'on a juste besoin d'avoir le temps de parole qui soit réparti correctement. Et à tout moment, vous pouvez bien évidemment intervenir et poser des questions si des choses ne vous semblent pas claires. Donc, avant de démarrer, on va se présenter. Donc, l'ALEC, c'est l'Agence locale pour l'énergie et le climat. On est une association créée en 1998 à l'initiative de la collectivité de la métropole. On a été transformé en société publique locale récemment, en mai 2020. Notre objectif, c'est d'accompagner tous les porteurs de projets et d'apporter du conseil gratuit et indépendant sur tout ce qui touche à la transition énergétique, donc économie d'énergie, développement d'énergie renouvelable et voilà, chantier de rénovation. Notre public, il est assez large, ça va du particulier comme c'est le cas ce soir avec Marion et Fabrice. Ça passe aussi par les collectivités, les bailleurs sociaux, les établissements publics. On est une société avec 31 salariés et on est basé à Saint-Martin-d'Hères. Vous aurez nos coordonnées au bas à la fin de la présentation. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve en fin de compte pour vous présenter le témoignage de Marion et Fabrice qui ont bénéficié de l'accompagnement Murmure. Alors, bon, dans les grandes lignes, on va être assez succinct, mais finalement, ça reprend un petit peu le sommaire de cette soirée. Murmure Maison Individuelle, ça consiste à proposer un accompagnement technique tout au long du projet, accompagner le maître d'ouvrage dans sa réflexion par de l'information et du conseil sur le choix des matériaux, sur les systèmes de chauffage. Enfin voilà, c'est très varié. Il y a la possibilité de mobiliser ce qu'on appelle un audit énergétique pour aider à la décision et définir un programme de travaux de façon plus précise. On va revenir dessus. Hein. Et puis, il y a aussi la possibilité de faire appel à des groupements d'entreprises labellisés donc, qui sont engagés auprès de la métropole à respecter un cahier des charges, un référentiel technique et qui s'associent, si je puis dire, pour proposer une offre de rénovation globale avec un interlocuteur unique. On a la possibilité aussi, nous, en tant que conseiller Murmure, de proposer, en tout cas d'établir des plans de financement pour informer et renseigner sur comment et combien on peut mobiliser en termes d'aide financière. Et puis, une fois que le projet est terminé, on peut faire du suivi de consommation un petit peu pour mesurer l'impact du projet qu'il y a eu sur les consommations. Voilà. Pour rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on n'est pas là pour parler nous, mais on est surtout là pour donner la parole et bénéficier de ce retour d'expérience de Fabrice et Marion. À la base, on était sur une maison mitoyenne qui datait du milieu du XXe siècle, autour des années 50. Marion et Fabrice sont venus nous rencontrer en 2019, au moment où ils ont fait l'acquisition de cette maison. Il se trouve qu'il y avait peu de retours d'expérience sur les consommations énergétiques de la part des anciens propriétaires, donc on était un petit peu dans le flou entre guillemets là-dessus. Et à la base, il y avait une forte motivation environnementale. La première question qu'on aurait tendance à vous poser, Marion et Fabrice, c'est, on en a plusieurs, mais comment vous avez connaissance de Murmure? Quelles étaient vos motivations? Voilà, qu'est-ce que vous attendiez de cet accompagnement? Quelles étaient vos motivations, votre état d'esprit au début du projet? Ouais. Je vais
Je vais commencer par la fin. L'état d'esprit au début du projet, c'était qu'on n'avait pas envie on n'avait pas envie d'acheter du neuf parce qu'on avait envie de redonner vie à un lieu qui était déjà existant. Et en fait, on avait en fait aussi envie de faire une rénovation énergétique, que ça fasse vraiment partie intégrante du projet et pas du tout. Enfin, pour nous, c'était important de faire les deux, une rénovation de confort et une rénovation énergétique. Et c'est les deux qui nous motivaient, quoi. Il n'était pas question d'acheter du neuf, ni d'acheter de l'existant, mais qu'on rénovait pas, quoi. Et puis ça fait aussi partie la continuité des démarches qu'on a dans notre quotidien, d'essayer de ne pas trop consommer, voilà. La connaissance de Murmure, on l'a eu par bouche à oreille avec la mère de Marion qui travaillait à la métro de Grenoble à ce moment-là. Voilà, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Et alors ensuite, il y avait tant de vision pleine. Ah oui, ce qu'on attendait. Ah oui, ce qu'on attendait de la... Ouais, effectivement. Au début, on savait pas ce qu'on attendait de la LEC, hein, parce que... Non. Ouais. Et puis, ouais, et puis ça s'est vite concrétisé, où on attendait une vision un peu plus généraliste du projet que nous, on n'avait pas. Et puis surtout, un regard extérieur, parce que des fois, nous, en tant que particulier, on n'est pas des professionnels et on a tendance à aller très vite dans des solutions qu'on pense bonnes, alors qu'on pourrait s'ouvrir l'esprit sur plein d'autres choses. Je pense à des systèmes de chauffage, à des systèmes de ventilation qu'on n'avait pas pensé à la base. Donc voilà, on attendait un petit support technique là-dessus. Bah, après, nous, enfin, si je peux compléter un peu, on avait quand même une bonne idée de ce qu'on voulait faire. Enfin, c'était un projet qui datait de longtemps. Ouais. Voilà, donc on avait déjà quand même pas mal réfléchi en amont. Et donc c'est vraiment ouais, c'est ce regard extérieur, dire non, là, vous n'êtes pas en train de faire une connerie idiote, parce qu'on s'est enfermé dans Ouais. quelque chose. Une remise en question. Voilà, une remise en question intéressante, quoi. Voilà. Ok, super, merci. Et du coup, ça signifie qu'au moment où on s'est rencontrés, on était vraiment dans la phase de définition du programme de travaux. Euh, alors, dans ce qu'on entend par accompagnement technique, globalement, l'objectif, c'est de proposer aux propriétaires qui montent en compétence sur l'aspect technique. Ça s'est fait par plusieurs étapes. On s'est déjà rencontrés en 2019 pour faire le bilan initial de la situation de la maison. On avait abordé aussi la question du budget, en fonction de votre budget, est-ce qu'on est sur quelque chose de réaliste ou pas? Et puis, en fonction de ces échanges, on avait essayé de définir un programme de travaux. Et après, alors vous aviez déjà la motivation d'avoir un programme de travaux ambitieux. Donc finalement, l'audit énergétique vous a surtout permis d'orienter vos choix par rapport à des systèmes de chauffage, je crois me souvenir. Parce qu'en fin de compte, l'audit énergétique, dans un premier temps, ça a permis d'avoir des ordres de grandeur, des pertes de chaleur, avec des graphiques, entre autres. Ouais, Ouais, c'était surtout ça. ça, c'était l'élément principal, l'élément technique qu'on attendait de l'audit énergétique, c'était ça. Ouais, les solutions, au final, il les a confirmées. Enfin, parce que notre maison, elle est assez particulière. Donc, par exemple, pour le chauffage, nous, nos pièces de vie, elles vont être au premier. Et si on chauffe un poêle classique, par exemple, en bas, ben, ça chauffe pas vu que la chaleur, elle monte. Et donc, nous, on avait trouvé des solutions comme le poêle hydro. Je sais pas si on en reparle après, je sais plus. Bon, Oui, j'ai pas des... On en reparlera après. voilà, on en reparlera après. Généraliste. Mais la solution du poêle hydro, c'est nous qui l'avions emmené et il a confirmé que c'était ce qui se prêterait le mieux. Mais effectivement, Ouais. en fait, c'est ça qu'il veut aborder. Je pense c'est que l'audit énergétique nous a permis de confirmer le fait qu'il fallait isoler la toiture et les murs et passer en double vitrage. Voilà, et ça c'est quelque chose que de toute façon on comptait faire de base et l'audit énergétique nous a permis de voir que c'était effectivement important. Voilà. Ouais, et puis du coup, juste pour le préciser, cet audit énergétique, c'est quelque chose de standard, c'est-à-dire qu'on a un état initial avec la barre bleue qu'on voit ici, et après, on a 3 simulations
qui correspondent aux 3 scénarios de travaux imaginés. Et après, on peut avoir des estimations en intégrant l'investissement et le coût annuel de l'énergie sur 20 ans, on peut se rendre compte finalement que bah oui, il y avait matière à faire une innovation globale dans votre situation, quoi. Ah oui, qu'il y avait un gain financier. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est un des aspects de l'audit énergétique. Ça permet de définir un programme de travaux de façon plus précise et ça permet aussi d'avoir des informations de l'ordre financier, quoi. Oui, c'est clair. Après, voilà, c'est ce qu'on disait nous. Pour nous, c'était pas possible de pas le faire, en fait. Enfin, voilà. Oui, voilà. Si on n'avait pas les sous pour pas isoler, bon, autant pas prendre la maison. Enfin, c'était vraiment nécessaire. Voilà. Et du coup, à l'issue de cet audit énergétique, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du programme de travaux qui a été retenu du coup à l'issue de cet audit? Je laisse la main là-dessus. Donc, l'isolation, donc il fallait refaire la charpente et donc en même temps, on a profité pour faire l'isolation de la toiture. Donc bah, là, on peut voir comment ça se passe une isolation parce que Adrien il dit des jolies choses, mais c'est vrai que quand on n'a jamais mis les mains dedans, on ne comprend pas trop. Donc, je ne sais pas si vous voyez, là, il y a le dessous de la charpente, c'est les sortes de lattes, le parquet. Et dessus, on va mettre de l'OSB sur les poutres. Voilà, moi, je n'ai pas le vocabulaire technique, Adrien complétera si ça ne va pas, qui font à peu près 40 cm. Et après, ces caissons, on vient les fermer et on va insuffler du papier mâché, en gros. Voilà, c'est ce que ça donne l'impression, qui va venir combler ces caissons-là. Et donc, en fait, ça va faire 40 cm d'isolant de la toiture. Donc, ça, c'est l'isolation de la toiture. Bah non, il montre les photos. Alors, okay. Je commente les photos. C'est bien. Après, donc, on a fait l'isolation extérieure. Donc là, c'est avec la jolie façade toute finie, toute belle, toute propre. Donc, l'isolation extérieure, 20 cm en paille de riz. Et nous, on a isolé aussi. Ah ouais, voilà. Ouais, voilà, on a changé les fenêtres aussi. Ça, on a fait l'isolation des sous-bassements, des fondations. Je vois les souris bouger, alors je commente. Voilà, et aussi, on a mis des coquilles d'œufs pour essayer de couper l'humidité. Alors, je me permets d'intervenir là-dessus, sur ce point précis de l'isolation contre le mur, au sol contre le mur. On avait un problème d'humidité dans la maison, c'est-à-dire que la maison était très humide parce que le béton était en contact direct avec le sol. Donc, on a cherché d'abord à isoler ce contact avec le sol pour qu'il y ait moins de transmission thermique, donc ça ne coupe pas un pont thermique. Et en plus, on en a profité pour le rendre étanche, ce qui permet à la maison de moins être en contact avec l'humidité du sol et donc avoir moins d'humidité. Et effectivement, on s'est rendu compte que ça avait un gros impact. La maison est bien humide. Là, là du voilà. coup, juste dire quelque chose par rapport à l'isolation des sous-bassements. Ouais. Du coup, effectivement, c'est quelque chose en tant qu'entreprise qu'on regarde tout de suite en premier dans le bâti existant, c'est de regarder s'il y a de l'humidité dans les murs. C'est ce qu'on avait fait ensemble avec un testeur d'humidité et on avait effectivement vu qu'il y avait de l'humidité dans les murs. Donc, les clients ont effectué un drain périphérique autour de l'habitation, ce qui, après coup, n'a pas suffi parce qu'il y a toujours cette humidité dans les murs. Ouais, voilà. Ouais, mais après, en fait, il faut se rendre compte que l'intérieur de la maison il y a eu des rénovations sur des rénovations sur des rénovations. Donc, en fait, il y avait le mur en béton, qui avait un enduit béton, qui avait un enduit plâtre, qui avait des briques, qui avait un enduit plâtre, qui avait après avec des plaques de placo sur toute la maison. Et en fait, quand on a enlevé ces couches-là, en fait, le mur, il ne peut plus du tout respirer. Et quand on a enlevé, ça puait l'humidité, quoi. Enfin, c'était vraiment, ça puait le renfermer et l'humidité. Et en fait, ça s'est beaucoup amélioré avec le petit truc là. On a regardé et ça s'est amélioré, en fait. Donc, on pense je pense, on faudra confirmer, mais en fait, le mur pouvait tellement pas respirer que l'humidité qui était déjà là, en fait, ne pouvait même plus sortir. Et en ayant enlevé toutes les couches intérieures, on a l'impression, du moins avec les mesures actuelles, que l'humidité des murs s'améliore quand même. Enfin, ça descend. Donc on voit qu'il y a eu les bons choix techniques qui ont été faits par rapport au problème d'humidité.
Ouais. En tout cas, c'est important dès le début de trouver les solutions techniques pour éviter que cette humidité soit contenue dans le mur. Donc là, il y a eu un drain périphérique qui a été à moitié efficace, parce que finalement, en Ouais. fait, la maison, elle est en bas d'une grande colline où toute l'eau de ruissellement, elle vient contre la maison. Et heureusement, les clients ont donc, comme tu expliques, Marion, ont décrouté les murs et donc ont permis à l'humidité de sortir, parce que contre ce mur, ils vont appliquer un enduit à base d'argile qui respire. Ils n'ont pas remis un autre isolant, laine de verre ou polystyrène ou placo. Ça, c'est quand même Mm. hyper important, du coup, Ouais. pour que l'humidité puisse évacuer du côté chaud de la maison. Vu que du Ouais. côté extérieur, on l'a rendu en partie étanche en isolant le pied de mur. Voilà. Ouais. C'est vraiment une analyse du bâti et on a choisi les bonnes solutions. Voilà. Super. Voilà. Et Donc, après, il y a eu les menuiseries. ouais, on a changé le double les menuiseries. Il y en avait certaines qui étaient en double vitrage et d'autres qui étaient en simple vitrage de fenêtres. Donc maintenant, c'est du double vitrage partout, ce qui est quand même un peu mieux, en bois. Voilà. Je pense que c'est Mais supposé en applique extérieur, je crois, c'est ça? En applique extérieure. Donc, applique ça, ouais. extérieure pour les gens qui ne connaissent pas, parce que nous, il y a un an, on ne savait pas ce que ça veut dire. On peut mettre la fenêtre dans 3 positions différentes, soit à l'intérieur, et donc la fenêtre correspond à l'intérieur du mur, soit en tunnel, c'est ça? Donc, ça veut dire au milieu du mur en béton. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un peu de béton devant, un peu de béton derrière. Et on applique extérieur, c'est-à-dire à fleur du mur en béton, et donc dans l'isolant extérieur. Et c'était ce qui mettait le moins de pont thermique. Ouais. Voilà. L'applique extérieure, effectivement, c'est ce qui permet d'avoir le moins de pont thermique. Mais c'est à noter aussi qu'on a consulté plusieurs entreprises pour faire ces menuiseries et elles ne sont pas du tout toutes ouvertes à faire de l'applique extérieure. Hein. C'est vraiment spécifique. Enfin, c'est spécifique. Pas toutes ne le proposent. Voilà. Voilà. Et ouais. Et ça, c'est la bête. Donc, c'est le poêle hydro. Donc, c'est ce qu'on vous a dit au début. Donc, nous, les pièces de vie sont au premier étage et les chambres au rez-de-chaussée. Et donc, on voulait chauffer plutôt au bois, quoi. Déjà, on n'était pas raccordé au gaz de ville. On avait une grosse citerne à gaz dans le jardin. Et ça, on n'en voulait plus. Le gaz, ça nous intéressait pas trop. Et donc, on voulait plutôt chauffer au bois. Un poêle classique, ça n'aurait pas marché. Ou alors, il aurait fallu installer tout ça, un système de ventilation pour ramener l'air chaud du haut vers les pièces du bas. Le problème de la ventilation, c'est qu'il faut le maintenir. Et puis, ça peut faire du bruit, au final. Et donc, en fait, là, on a un poêle qui va dans la pièce principale. Et au lieu de chauffer l'air, il va chauffer de l'eau. Et cette eau, elle est stockée. Je vois les questions. Alors, on répondra sûrement après. Elle est stockée dans le gros ballon qui est ici, qui stocke 1 mètre cube d'eau chaude. Et après, donc, on allume le poêle, par exemple, le lundi. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et après, pendant toute la semaine qui va suivre, cette eau, elle va être envoyée dans les radiateurs et tu vas avoir le système du chauffage central. C'est-à-dire que si on dit on veut avoir 19, c'est comme quand on dit qu'on veut avoir 19 avec une chaudière au gaz. L'eau va être envoyée de façon dans les radiateurs pour qu'il y ait 19 dans les pièces. Et donc, le gros avantage, donc l'avantage, c'est que c'est chauffé au bois. Enfin, pour nous, ça nous plaisait bien. Ouais, c'était important pour nous d'avoir un système de chauffage. Voilà. Ça fait l'eau chaude sanitaire et aussi le chauffage. Et puis. Et je pense que pour revenir dans le sujet, le rapport avec l'audit énergétique et ce système de chauffage, c'est que l'audit énergétique nous a donné les déperditions de la maison. Et la puissance du chauffage est directement liée aux déperditions futures de la maison. Donc en fait, l'audit énergétique nous a permis de dimensionner ce système de chauffage. Voilà. Et voilà. Et en fait, je me suis permis de... Désolé, je t'ai un tout petit peu coupé, c'est parce que là, on parle de l'audit énergétique et après, on rentre dans tous les détails je sais pas, moi, plus tard. Voilà, non, mais je te le dis. Ok. Mais après, vous avez le droit de parler de ce que vous voulez, il n'y a aucun souci. Vous en faites pas. vas-y. On est sur le plan des travaux retenus. Donc, après, on aura l'occasion de dérouler le suivi et la réalisation des travaux. Ouais. Vous pourrez un peu continuer d'en parler. Ouais, voilà.
Puis bah, après, tous les autres travaux, quoi, ça, par contre, c'est plus nous qui les avons. Ah oui, la VMC double flux aussi. Donc, ça, Effectivement. on a pas mal hésité. Mais au final, pareil, l'audit énergétique a montré que la double flux, bah, c'était quand même vachement mieux. Et aussi, on culpabilisait de payer, je sais plus combien des fenêtres et de faire des trous dedans. Voilà. Et Ouais, c'est ça. donc, Alors, 20 000 enfin, je sais plus combien il y je avait. pense qu'on peut citer des chiffres, mais il y avait 20 000 euros de Non, je fenêtres. crois que c'était moins les fenêtres. Ouais, ok. Disons entre 15 et 20, disons. Et tout ça pour faire des trous dedans, pour laisser passer l'air, pour respirer, c'est un peu dommage Voilà. de se payer. Enfin, en tout cas, c'était notre démarche. Voilà, donc voilà, on a fait la double flux. Puis après, bah, il y avait tout l'intérieur, quoi. L'électricité, c'était encore des fils en coton, enfin isolés en coton. Donc voilà, refaire tout ça, refaire la Oui, plomberie. après, il y a eu tout l'aménagement intérieur. Voilà, Ça, mais c'est ça, pas lié c'était ouais, c'est à pas la du tout fait ça. rénovation énergétique, mais effectivement, il y a. Mais c'est plus, disons que comme on refaisait tout, c'est plus facile. Tu vas par exemple refaire un système de chauffage quand tu refais toute la plomberie. Bon, c'est pas, voilà, Ouais, c'est voilà, quand ouais. même, on n'avait pas composé avec de l'existant. Si je On peux me a permettre, vraiment- pour la double flux, surtout, en fait, je pense que l'avantage chez vous, c'est que c'était de ramener de l'air chaud dans la partie basse de la maison, où Ouais, il aussi. n'y a que les chambres, vu que le poêle est en partie haute. C'était comment, la grande question, c'est comment on allait amener de la chaleur en bas. Et la Ouais, VMC double flux vous permet grandement de faire ça, quoi. Il y a un aussi. gain Et aussi. après, on a testé là, on a enfin allumé le poêle il y a 2 semaines et le poêle chauffe très très peu la pièce en fait. Il va vraiment chauffer principalement l'eau. Et ouais, vas-y. Non, mais vas-y, finis, puis après, j'enchaîne. Non, oui, vas-y. Alors, du coup, dans l'esprit, la VMC, elle est pas là pour répartir la chaleur. Elle est juste là, enfin, elle sert un peu à ça, mais le principe du ballon tampon, c'est de faire chauffer les radiateurs qui sont en bas. Ah oui. Oui, Donc, la répartition de la chaleur, elle est surtout faite grâce aux radiateurs qui sont en bas. ouais, mais la double flux, quand enfin, il y a quand Oui, ça même, fait un peu. ça fait un peu. Et puis on a mis par exemple une extraction en haut parce qu'on sait qu'en haut, on a le rez-de-chaussée, le premier et des combles. Dans les combles, il fait souvent très chaud. Là, t'extraire l'air chaud qui permet de réchauffer les pièces du bas. Ouais, Ce qui c'est est quand clair. même vachement Ouais, cool. ça fait de la répartition quand même. Ouais, c'est ça. Donc en fin de compte, ça fait un budget autour des. Bah, on le voit là, vous en avez eu pour 59 000 euros. Alors ça concerne essentiellement la rénovation énergétique. Et puis il y a eu 9 500 euros d'aide mobilisée pour une estimation d'économie d'énergie de 72%. Ça, c'est basé sur l'audit énergétique. Alors on a pas mal de questions déjà. Marie, je crois que le fil de conversation s'agite un petit peu. Peut-être qu'on peut prendre un petit peu de temps pour ça. Oui, alors par rapport au choix retenu, voilà, vous avez déjà vu passer la question, mais est-ce que vous aviez envisagé une pompe à chaleur comme système de chauffage? Toi, moi. Et moi, Vas-y. oui, bah forcément, parce qu'on les a tous passés en revue, donc on y est forcément passé pour. Bah, ça, les pompes à chaleur, ça marche. Voilà, bon, c'est vraiment notre avis. L'audit énergétique, il était très ouvert. Hein, c'est vraiment, faut faire selon ce qu'on ressent. Le problème des packs, c'est déjà que bah, y a la clim qui va avec. La clim, bah, t'as beau te dire, là où on est, ça va, on est au pied de la colline, on a vu cet été, bon, bah, il fait chaud l'été. Mais si tu es à la clim, bah, tu es tenté de l'allumer. Voilà, ce qui correspondait moins à notre démarche à nous. Après, il y a tout le débat sur le nucléaire. Est-ce qu'on a envie d'être au nucléaire ou pas? Et nous, voilà, on était plus orienté bois qu'électricité, mais voilà, c'est un choix personnel. Ça aurait pu très bien marcher la PAC. C'était quand on avait fait l'audit énergétique, c'était vraiment une option envisageable et Si je peux rajouter un détail, c'est que les packs, on n'a pas le droit déjà juste de les acheter nous-mêmes, on n'a pas le droit, de les installer nous-mêmes, on n'a pas le droit, et de faire l'entretien nous-mêmes, on n'a pas le droit. Ouais, Donc nous, on souhaitait aussi un système de chauffage qui soit à une échelle qui nous corresponde et qu'on puisse nous-mêmes entretenir. Voilà. C'était aussi un des aspects. Ouais, dans les packs, il y a tous les fluides qui sont, c'est ça qu'on n'a pas le droit de toucher. Enfin, ce qui est normal, c'est des fluides dangereux que tu peux pas rejeter dans la nature. C'est des fluides frigorigènes qui émettent beaucoup plus de gaz à effet de serre. Donc finalement, il est estimé que c'est un professionnel qui doit intervenir pour les mettre en œuvre de façon à éviter justement que ces fluides frigorigènes ne se retrouvent
à s'évaporer dans la nature au sens littéral du terme. Donc c'est en partie pour ça qu'on c'est interdit de les installer soi-même. Est-ce On qu'il y a comprend bien. Oui. Oui, alors juste pour rester sur l'audit énergétique, il y avait une question, les kilowattheures calculés sont électriques, comment sont-ils définis? Alors je pense que c'était par rapport à la diapo avant les photos, Ouais. où j'ai présenté les résultats de l'audit énergétique. Oui, alors je sais pas bien, je suis pas sûr d'avoir bien compris la question, mais globalement, dans un audit énergétique, vous avez la quantité d'énergie qui est estimée devoir être consommée pour maintenir une température de consigne intérieure. Donc, la consommation est associée à la fois à un système de production de chaleur et à une enveloppe thermique qui perd plus ou moins la chaleur. Alors Fabrice l'a très bien souligné tout à l'heure, c'est que l'audit va permettre d'avoir une estimation des déperditions du logement. Et donc, pour compenser ces déperditions du logement, on a notre système de chauffage à l'intérieur qui, lui, va produire la chaleur et maintenir la température de consigne. Donc, en fin de compte, les consommations énergétiques correspondent à tout simplement ce que va consommer le système de chauffage pour maintenir et garder à l'équilibre le ratio perte de chaleur et production de chaleur. Alors, je ne sais pas si ça… Oui, je pense pour compléter aussi, l'audit énergétique, il est exprimé sur la consommation en énergie primaire. Donc effectivement, pour l'électricité, il y a un facteur comment on appelle ça, un coefficient de conversion d'énergie finale en énergie primaire. Donc l'énergie finale, c'est ce que vous payez sur vos factures, sur votre compteur d'électricité, de gaz ou quand vous achetez du bois. Et l'énergie primaire, ça tient compte de ce qu'il a été nécessaire pour produire cette énergie. Et donc, voilà, pour l'électricité, il y a un facteur de 2,58. Mais là, on parle bien de gain énergétique en énergie primaire. Oui, tout à fait, exactement. Il y a d'autres questions? Oui, alors il y avait d'autres questions peut-être sur les travaux. Je ne sais pas si on les prend maintenant ou si on… Du coup, on va peut-être avancer il sur… y aura peut-être des réponses qui seront déjà apportées dans le diaporama. Ouais. Alors, donc du coup, maintenant qu'on a défini le programme de travaux, l'idée c'est de voir maintenant quelles sont les entreprises qu'on va retenir et comment va se dérouler la consultation des entreprises. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Fabrice, Marion, de cette consultation des entreprises? Comment vous avez procédé? Est-ce que vous connaissiez des entreprises spécialisées dans le domaine? Du coup, non, on ne connaissait pas d'entreprise spécialisée dans le domaine. Donc, ce qu'on a fait tout simplement, c'est qu'on a sélectionné 2 entreprises qui étaient dans votre… voilà, donc, Dans cette plaquette. dans la plaquette, on a pris les 2 entreprises qui nous semblaient les plus adaptées par rapport à leur… Enfin, non, même 3 en fait. 3, ouais. Ouais, c'était ça. En gros, on en a consulté 3. Et il y en a une qui nous a pas trop répondu d'office. Et donc voilà, je suis désolé, mais c'était un petit peu du hasard. Enfin, non, c'était pas du Non, hasard. on avait lu les descriptions. Écosystème faisait plus. Enfin, c'était ceux écosystème. On allait voir les sites et voilà. C'est quand même. Il y a eu 3 entreprises qui sont ressorties et on a essayé de faire les devis par les 3. Et après, pourquoi on a choisi écosystème je ne sais pas si c'est la question même. On vous explique pourquoi on a pris écosystème ou pas? Oui, vous pouvez. Qu'est-ce qui a fait, du coup, que vous vous êtes orienté vers ce groupement? Donc, nous, déjà, c'est bête à dire, mais faire les devis quand on demande beaucoup de travaux comme ça, c'est long. Hein. Faut pas s'attendre à avoir le devis le lendemain. Hein. Je pense qu'Adrien pourra le confirmer. C'est à peu près 1 mois pour avoir un devis, ce qui est normal. Moi, je pense. Et Adrien, sur les 3 qu'on a consultés, c'est le seul qui nous a dit je vous l'envoie dans 1 mois. Et 1 mois plus tard, on avait le devis. Les autres, il a fallu rappeler 4 fois, 5 fois pour avoir un devis. Voilà. Donc, À la fin, on n'a pas trop eu. Qu'à la fin, des fois, on n'a pas eu. Donc, c'est très frustrant et surtout, plus que gagner des sous, on voulait avoir confiance, en fait. Et je trouve que déjà, c'est un gage de confiance quand on a un devis qui arrive en temps et en heure. Et aussi, les devis d'écosystème étaient très bien détaillés.
ce qui est quand même Ouais, très très agréable, précis, ouais. ouais, très précis, ce qui a permis de voir des choses avant les travaux et pas après la réalisation de dire ah mais non mais ça on n'y pensait pas et après avoir des négociations un peu abscons parce que eux ils l'ont fait, nous on l'avait pas prévu et voilà. Bah, avec un devis aussi bien détaillé qu'on a eu, ben, on peut vraiment parler en amont des travaux de ce qui nous va, ce qui ne nous va pas et vraiment converger vers quelque chose sur lesquels les deux parties sont d'accord. Voilà pourquoi on a choisi l'écosystème. Voilà. Alors, je tiens Et puis Adrien, il est sympa aussi. avant de donner la parole à Adrien Abel, justement, je précise que la consultation de ces groupements d'entreprises dans le cadre de Murmure n'est pas obligatoire. Il est possible de bénéficier de l'accompagnement Murmure sans passer par les groupements d'entreprises. C'est juste une offre qui est proposée au maître d'ouvrage de façon à ce qu'il y ait, dans le cas d'une rénovation globale, un interlocuteur unique qui coordonne au mieux les travaux. Adrien Abel, donc représentant d'écosystème, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton groupement? Comment tu réponds à une demande de rénovation globale? Est-ce que tu fais que de la rénovation globale ou est-ce que tu fais aussi de la construction neuve? Voilà. Est-ce que Et, tu peux nous dire plus sur ça? L'écosystème, on fait partie du dispositif Murmure depuis le début à peu près. Et au sein de l'entreprise, on fait aussi de la construction neuve, mais quand même plus, en grande majorité, de la rénovation. Et c'est clair qu'il faut reconnaître que c'est une chance pour les citoyens de la métro qu'il y ait le dispositif Murmure qui existe, parce que nous, du coup, on fait de la rénovation globale de maisons en dehors du cadre de la métro. Et c'est vrai que pour les clients, c'est véritablement un vrai appui, vraiment très bénéfique pour eux d'être soutenus par Murmure. Pour plein de raisons, mais clairement déjà pour définir un budget, pour les aider, pour comprendre les aides, parce qu'on peut bien leur passer un moment avec eux, mais on ne peut pas passer autant de temps que le font les conseillers de la LEC. Donc, leur conseiller sur les aides privées, les aides d'État, qui sont relatifs à leurs revenus, donc c'est plus délicat pour nous de rentrer là-dedans. Et aussi, le Murmure compare les devis, leur explique les devis. C'est pas toujours évident de comprendre les devis des entreprises. Leur calcul, le retour sur investissement, comme on a vu. Et ça, c'est vraiment très intéressant pour eux. Ils sont soutenus dans leur projet. Donc, nous aussi, en tant qu'entreprise, on sait que derrière notre devis, il y a le dispositif Murmure qui est ici et qui va répondre à toutes les questions que nous posent nos clients qui sont en dehors du cadre de la métro. Donc, clairement, en fait, quand je fais des devis de rénovation globale en dehors du cadre de la métro, bah, je vais devoir passer plus de temps avec le client pour expliquer, comparer les choses, expliquer sur les aides aussi. Donc ça, vraiment, il y a une grande différence là-dessus. Et après, ben, nous, effectivement, ça nous demande beaucoup de temps en tant qu'entreprise, qu'on a beaucoup de demandes de devis, et on visite beaucoup de maisons, beaucoup de lieux de vie. Donc ça nous donne effectivement une expérience intéressante aussi dans l'entreprise, le fait d'être dans ce réseau-là. Comment vous avez pour habitude de fonctionner pour répondre aux clients? Du coup, est-ce que vous faites appel, est-ce que vous êtes une seule et même entreprise ou est-ce que vous êtes avec plusieurs entreprises? Comment vous fonctionnez? Nous, je crois à ce que j'en sais, on est une des seules entreprises des entreprises proposées on est une seule et même entreprise qui faisons tout en interne. Donc, c'est nos salariés qui proposons les différentes solutions techniques qu'on propose. Donc, tout ce qui est isolation des murs, des façades, des toitures, changement des fenêtres, les modes d'énergie renouvelable, l'électricité et la plomberie. Donc, ça veut dire que c'est les salariés d'écosystème, on est une seule et même entreprise. Ok, merci. Maintenant qu'on a vu la consultation, alors la définition du programme de travaux, la consultation des entreprises, on va passer à la réalisation. On va quand même parler, j'avais oublié ce diapo, l'analyse des devis. Donc, après, en même temps, Adrien, tu l'as très bien dit, nous, on va être en mesure d'analyser les devis à la fois sur le plan technique. Dans le cadre de Murmure, il y a ce qu'on appelle un référentiel technique qui définit les bonnes pratiques et les points de vigilance à avoir en fonction des travaux réalisés. Donc, c'est quelque chose sur lequel on va être attentif lorsque les propriétaires nous font suivre les devis. Aider à rendre l'offre plus lisible d'une certaine façon et puis voir aussi si les solutions techniques sont appropriées.
On va aussi parler des aides financières, comme l'a souligné Adrien. On va contrôler l'éligibilité aux aides financières en fonction des critères techniques indiqués sur les devis. Et puis, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle un plan de financement. Alors ça, c'est une copie, c'est une très petite partie de l'audit énergétique dont vous avez bénéficié, Marion et Fabrice. On a un scénario de travaux qui correspond à un bouquet de travaux global avec un coût de travaux. Et puis, sur ce coût de travaux, on va venir chiffrer et déduire les aides financières que vous pourriez mobiliser en fonction de votre situation familiale et financière pour définir un reste à charge. Après, la question, c'est comment on le finance. Est-ce que ce reste à charge, il est réaliste? Est-ce qu'il est supportable pour vous? Et si oui, comment on le finance? Voilà, donc il y a aussi cette plus-value-là dans l'audit énergétique proposé dans Murmure. Bon, vous, c'était plutôt clair, vous saviez ce que vous vouliez faire. Après, la question, c'était est-ce que vous le faites faire? Est-ce que vous le faites vous-même? Il me semble que ça a débuté en 2020 et que l'objectif, c'était de s'installer en janvier 2021, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des travaux que vous avez fait vous-même, du coup? Voilà. Il y en a pas mal. Hein. On va faire un peu dans l'ordre. Allez, vas-y Marion, commence. Bon, plus d'une façon générale, la mise à nu de la maison, c'est ce qu'on disait un peu au début, quoi. Et c'était un millefeuille, et donc les murs ne respiraient plus du tout, quoi. Je pense qu'on a gagné peut-être 5 mètres carrés, quoi, en tout, en enlevant tout ce qu'on a enlevé. On a enlevé un peu de place. Ouais, il y avait du doublage, beaucoup. Donc voilà, il y avait toute cette partie de mise à nu. Il y a le drainage qu'on a fait autour de la maison, donc on a fait nous-mêmes. Ouais, voilà, c'est ça, le drainage, ouais, super bien. Ça, voilà. C'était un sacré boulot parce que du coup, faut prendre la mini pelle. Tu faut avoir des bons copains. C'est ça. Donc voilà. Après, je sais pas s'il y a d'autres photos qu'on a fait. Ouais, voilà. Par exemple, là, il y avait une échelle qui montait sous les combles, ce qui était un peu dommage. Donc, nous, on a fait un escalier, quoi. C'est quand même plus pratique pour monter. Bon, hein, il est petit, hein. C'est pas. Ouais. Il faut pas faire grimper un enfant dedans, mais pour un adulte, ça va bien. On a fait une ouverture. Oui, voilà. Donc, en gros, si on reprend, ça, c'est vraiment purement esthétique, quoi. C'est que en bas, les murs étaient porteurs, donc on ne pouvait pas faire une grande pièce de vie, alors qu'au premier étage, les murs n'étaient pas porteurs. Donc, on pouvait tout enlever pour faire une grande pièce de vie, mais on se retrouvait avec une pièce de vie où on n'a pas un accès à l'extérieur, ce qui est relativement dommage. Et donc là, oui, il y a une petite dépendance. Et donc, on a enlevé le toit de cette petite dépendance et on a fait une ouverture dans le rectangle orange, une porte-fenêtre, pour pouvoir accéder et faire un balcon. Voilà. Si je peux me permettre, là, on l'a pas fait au pif. Moi, je travaille dans le bâtiment aussi et j'ai pu avoir des collègues qui m'ont conseillé là-dessus. Ouais, pour ouvrir la porte-fenêtre. Ouais. Pour ouvrir la porte-fenêtre. Ouais, tu travailles en structure, donc le béton, ça allait. Ouais. Là, ce qu'on voit à gauche, ça peut être assez intéressant. Là, c'est plus du côté Adrien. Donc là, c'est l'ossature bois qui a été mise tout autour de la maison. Et donc, l'ossature, il faut mettre l'isolant dedans. C'est ce qui va permettre d'isoler toute la maison. Et puis, dans le rectangle rouge, il fallait faire une toiture étanche. Voilà. Donc, effectivement, il y avait. Là, je me permets de reprendre la main. Du coup, devant l'ouverture qu'on a fait en béton, on a créé une toiture terrasse. Et cette toiture terrasse, c'est un élément finalement assez technique. Sur le principe, c'est assez simple. On fait un pare-vapeur, un isolant, une étanchéité. Et ensuite, il faut faire les relevés d'étanchéité. Et finalement, c'est quelque chose qui, techniquement, il faut prendre le temps de regarder un peu. Faut qu'on se mette un peu d'accord avec l'entreprise qui, en fait, finalement, c'est Adrien Abel et l'entreprise Écosystème Construction qui ont fait les relevés d'ossature, quoi. Et nous, on est venu étancher contre. Donc là, on voit qu'il y a les montes en bois qui sont pointés par le curseur, là. Donc en fait, ils nous ont fait la structure. Ensuite, on a rempli d'isolant et on a habillé intérieur-extérieur. Et par-dessus ça, on est venu recréer une étanchéité. Donc voilà, ça c'était quelque chose qui nous a pris pas mal de temps aussi de gérer cette isolation, cette étanchéité de terrasse.
Dans les trucs aussi, c'était pendant le confinement, donc il y a eu beaucoup de retard de livraison, ce genre de choses. Ça, c'est maintenant que la charpente était partie en haut, on a aidé Écosystème à faire les caissons pour mettre l'isolant. Donc, comme ça, on pourra avancer un peu plus vite. Donc, on a fait les caissons. Puis, une fois que Écosystème il a tout mis la laine, pas la laine, la boîte de cellulose, il a fallu habiller. Donc, par exemple, là, on a habillé en lambris. Voilà, C'était un conseil d'Adrien parce que sur ce genre de structure, ça bouge beaucoup. Et donc, les plaques de plâtre, déjà, c'est lourd. Et en fait, les plaques de plâtre, ça bouge un petit peu. Et les plaques de plâtre, ça peut faire que les joints peuvent se réouvrir. Alors qu'avec de la frisette, c'est du bois, donc c'est fait pour. Ça bouge. Il y a les joints qui sont visibles, donc ça bouge. Si ça bouge un peu, c'est pas grave. Ça fait pas une fissure dans le plafond, qui peut être moche. Voilà. C'est vrai, juste pour expliquer, à Écosystème, on aime bien avoir une vision globale de l'entreprise et aussi accompagner les clients dans les travaux qu'ils souhaitent faire eux-mêmes. Donc là, Marion et Fabrice étaient super motivés pour faire plein de travaux. On était vraiment, nous, on est toujours partie prenante à fond là-dedans. On est en appui, en conseil tant qu'on peut, tant qu'ils le demandent, comme on peut. Et il y a donc des parties de travaux qu'ils ont fait eux-mêmes, comme là, on peut voir épaissir le toit pour mettre plus d'isolant. On leur a fourni les matériaux et donné les conseils techniques pour le réaliser. Ouais. En fait, sur ce projet-là, il faut bien expliquer que la charpente était tellement vieille et en mauvais état qu'on est reparti sur une charpente neuve et que cette charpente a été calculée que pour le poids d'un lambris. Ça évitait de faire une plus grosse charpente qu'on aurait pu faire pour mettre du placo. Et vu que de toute façon, Marion et Fabrice, ça leur plaisait, une finition en lambris, voilà, on fait une charpente un peu plus souple qui permet un peu plus de flèche. Et donc, on voit la création des caissons sur la photo à gauche qui permet d'avoir une épaisseur importante pour avoir un bon déphasage thermique pour l'été. Et c'est vraiment la chose la plus importante, bien plus que le confort d'hiver. Maintenant, on le reconnaît à Grenoble, c'est le confort d'été. Et donc, il faut au moins, là, on a mis 35 ou 40, je ne sais plus, mais il faut au moins une trentaine de centimètres pour permettre au flux de chaleur qui est sous les tuiles d'arriver à l'intérieur. Donc, on parle entre 6 et 8 heures, donc plus ou moins le taux d'ensoleillement sur une journée. Donc, voilà, c'est ce qu'on a fait. On a mis la bâche, après on est venu insuffler de la boîte de cellulose. C'est ce qu'on voit à droite. Et ça se voit, hein, parce que nous, on a fait les travaux pour faire les caissons et tout ça, donc le week-end, et il faisait super chaud, c'était intenable, quoi. Il fallait faire une pause toutes les heures pour aller boire, parce que nous, on est des petites natures qui travaillent derrière un ordi. Et dès qu'on l'a mis, c'était étouffant, et dès qu'on l'a mis, la pièce est devenue vivable, même parce que là, c'est la première pièce qui a été finie, donc c'est là où on campe pour faire les travaux. Donc, en plein été, c'est largement vivable, quoi. Donc, ça marche vraiment bien. C'est vraiment cool. Voilà. Puis, voilà. Ça, c'est ce qu'on me disait, là, la grande pièce de vie qu'on a fait. Donc, voilà, quoi. Il faut faire tout ça. Donc, on a fait un enduit à la terre, c'est ce que disait Adrien. Donc, enduit à la terre pour bien que ça respire. Les murs, on a un problème d'humidité. Donc, remettre un doublage en placo, ou mettre des enduits pas respirants, c'était quand même pas conseillé du tout. Donc voilà, donc c'est un enduit argile paille, voilà, qui s'est mis. Donc derrière, c'est directement le mur en mâche-fer, c'est ça, je crois, béton, mâche-fer, enfin béton des années 50, quoi. Voilà, je ne sais pas trop ce que c'est exactement. Du coup, ce qui est important de voir aussi sur cette photo, la précédente, du coup, les fenêtres ont été posées en applique extérieure et en fait, ça implique de reprendre le côté, les tableaux et le bas et le haut. Le tour des fenêtres. Le tour des fenêtres, en fait, côté intérieur, quand on fait une applique par l'extérieur, il est forcément à traiter pour rendre joli. Donc voilà, là, nous, on a fait du bois. On a mis en place du bois. Parce qu'il y a des retours. En fait, la fenêtre en applique extérieure, il y a un plastique qui va rentrer pour rendre étanche à l'air. Et donc, on ne peut pas simplement faire un enduit dessus parce qu'en fait, il faut traiter ce plastique, il faut le garder, sinon la maison perd l'étanchéité à l'air. Donc voilà, nous, on l'a mis derrière ces plaques de bois et ça fait une jolie finition. Là, avec l'enduit, on vient finir à ras. On a fini sur l'enduit. Voilà. Je pense qu'il est intéressant de voir aussi. Ouais, après, c'est du détail esthétique. Mais avant, ici, il y avait un faux. Là, il y a des poutres apparentes, mais à la base, il y avait un faux plâtre classique. Après, ça, c'est du détail, c'est pas forcément la rénovation énergétique. C'est de sujet là. Voilà. Vous avez le mérite de l'avoir fait, en tout cas. Ouais.
Après, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Et la VMC? on a fait l'enduit intérieur nous-mêmes. Et ouais, je vais juste parler. Faut de la patience. Et, L'enduit intérieur, ouais. C'est pas compliqué, et mais il c'est faut pas du temps. compliqué, mais ouais, et puis il faut de la patience. Enfin, pour avoir un super beau rendu, vaut mieux passer par un pro, je pense. Voilà, quand on fait nous-mêmes, ça rend joli, mais c'est clairement pas parfait. C'est un enduit, ça reste, il y a des aspérités. Bon, ça va très bien dans le style de notre Nous, maison. on aime bien. Voilà, mais Voilà. après, j'avais des collègues qui se posaient la question s'ils allaient faire un enduit terre ou pas. Eux, ils voulaient un truc. Ça fait pas un aplat de couleurs comme on voit à Castorama ou à Leroy Merlin ou je sais pas trop. C'est un peu plus compliqué. Et puis ça prend un peu plus de temps que de la peinture. Parce que Alors là, oui, la effectivement, VMC. sur ces photos, on voit la VMC. La VMC, du coup, ouais, voilà. Donc, en haut à gauche, on voit la VMC double flux qui a été installée. Et donc, depuis la VMC qui est dans le grenier, ça va à la fois insuffler de l'air dans les pièces sèches et tirer l'air et extraire l'air dans les pièces humides. Donc, effectivement, là, ce qu'on voit, c'est l'air qui est tiré enfin, c'est Au-dessus de la cuisine. Ouais, c'est au-dessus de la cuisine, c'est l'air qui est tiré de la cuisine. Et par exemple, voilà, typiquement, nous on avait besoin de répartir cet air dans la maison. Et au R+1, en fait, on a dû créer des plinthes en bois. Et dans ces plinthes en bois, par exemple, c'est les deux photos qu'il y a tout en bas à gauche et tout en bas à droite. Ouais, c'est le qui montre. Dans ces plinthes, on a fait passer des tuyaux de VMC. Et on a fait le choix de passer des tuyaux de VMC en semi-rigide et pas en souple, pour être sûr, comme là, on peut voir qu'il y a des coudes, ça bouge un peu. On voulait être sûr que les tuyaux de VMC ne se fassent pas écraser et qu'on puisse les entretenir plus tard. C'est pour ça qu'on a choisi de passer alors tantôt pour gagner beaucoup de place en plastique avec des gaines plastiques rectangulaires qui nous permettent de gagner pas mal de place parce qu'elles sont très aplaties, donc ça nous permet de passer à des endroits petits. Et quand on avait plus de place, donc par exemple en bas, là on voit l'armature de placo. Là, on est passé avec du semi-rigide classique en Pi 80 parce qu'on avait de la place, quoi. Et je pense que du coup, c'est important aussi de préciser que dans notre cas, on souhaitait s'isoler c'est une maison mitoyenne, on souhaitait s'isoler de la voisine, pas thermiquement, mais acoustiquement, parce qu'il se trouve qu'on l'entend vachement. Donc, surtout dans les chambres et dans les pièces dortoirs du bas, on voulait vraiment plus trop l'entendre, quoi. Donc voilà, on a choisi de faire un doublage qui est principalement acoustique et accessoirement qui permet de faire passer toute la plomberie, toute l'électricité et toute la ventilation. Ouais. Donc c'est à la fois une technique et puis acoustique. Ouais, mais c'est confort, quoi. Voilà. Voilà, on voit l'extraction. Ouais, c'est ça, ouais. Là, on revoit l'extraction. Ouais, on la voit pas, mais ouais, elle est cachée derrière la poutre, quoi. Comme au grenier, on a fait un trou dans le dans le parquet et on a pu extraire donc la cuisine. C'est un assez gros tuyau qui extrait la cuisine en général. Ouais, du 125. 125. Il y a une question qui est posée sur la nuisance sonore avec la VMC double flux. Est-ce que vous l'avez déjà mis en route ou pas? Ouais, alors là, elle est en route tout le temps, justement, pour essayer de régler ces problèmes d'humidité comme on chauffe pas encore. Bon, on sait que la VMC double flux, ça peut faire du bruit. Nous, pour l'instant, ça va vraiment. C'est-à-dire, bon, dans la pièce où il y a la VMC, qui sera une pièce de vie, pas une pièce pour dormir, nous, c'est là où on dort actuellement. On l'entend légèrement, mais beaucoup moins qu'un frigo ou ce genre de choses, quoi. Qu'il y a dans une cuisine, quoi. On a été très agréablement surpris Voilà. par le peu de bruit qu'elle. Bon, après, voilà, on n'a pas encore dormi dans les chambres où ça fait juste pousser. Mais du moins, quand on y est dans la vie de tous les jours, ça ne fait pas trop de bruit. C'est vrai que pour avoir un vrai retour concret et complet sur le bruit d'une VMC double flux, comme on n'a pas fini tous les travaux du rez-de-chaussée, on ne peut pas avoir un retour parfait là-dessus. Mais pour le moment, on est plutôt content. Pour l'instant, en tout cas. On a mis un interrupteur au cas où pour la nuit. En tout cas, en tant que professionnel, nous, on installe des doubles flux et c'est effectivement, là, vous avez été très courageux de le faire vous-même, mais c'est vraiment très technique d'installer une double flux pour qu'elle fasse le moins de bruit possible. Il y a vraiment le passage des gaines qui doit être bien travaillé
aussi pour qu'ils soient nettoyés plus tard. Les bouches d'extraction et de ventilation, qu'elles soient bien placées, bien dimensionnées. Il y a vraiment quelque chose d'important. Et il y a toujours un léger bruit de fond, ça ne fait pas zéro bruit. Donc si c'est bien installé, il n'y a qu'un léger bruit de fond, très très léger. Mais aussi, ça a l'avantage de ne pas entendre les bruits de l'extérieur. Dans un environnement citadin, vu qu'on n'a pas les entrées d'air sous les menuiseries, on n'a pas le son de la rue qui arrive dans la maison. Donc ça, même si elle fait un peu de bruit, si on habite en ville, on n'a pas le bruit de l'extérieur. Ouais, et ça, c'est super confortable. Il faut le noter, là, quand on dort là-bas, bah, on t'entend vraiment pas le dehors, quoi. Et c'est très agréable, enfin, moi, je trouve. Mais ça nécessite un entretien par rapport au filtre qui filtre l'air. Ouais. Là aussi, c'est l'avantage en milieu urbain d'avoir l'air filtré qui rentre dans la maison. Ouais. Voilà. À la campagne, ça se discute. Oui, oui, clairement. Et après, on a les systèmes. Les plomberies, Voilà. l'électricité, voilà, quoi. L'hydraulique qui est avec son conduit de fumisterie qu'on devine ici et qu'on voit à l'étage supérieur. Ouais. Ouais, effectivement, ouais. Tout le réseau hydraulique de distribution, etc., qui est raccordé au ballon tampon. Alors là, sur la photo, il n'est pas raccordé, mais maintenant, Maintenant, c'est... Oui. c'est raccordé. Il l'est par la suite, quoi. Maintenant, il l'est. Maintenant, Adrien, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, toi, ce que tu as fait comme travaux avec Écosystème? Et ben, donc on a vu, on a refait la charpente à neuf avec les travaux de couverture Zingri, et puis on a isolé le toit avec les clients. On a fait l'isolation par l'extérieur, donc en laine de paille de riz de 20 cm, et on est venu poser les menuiseries qu'on voit sur la photo dans cette ossature bois qu'on a vu en photo dernièrement. Après, l'enduit sur les façades, il a été fait par un sous-traitant qui fait tous nos chantiers, avec qui on peut s'arranger pour l'échafaudage. Et on a fait la traversée de toiture pour le conduit de fumée. Après, c'est Marion et Fabrice qui ont installé le poêle et le conduit intérieur. Et voilà, je crois que c'est tout, hein. Et par exemple, ici, on peut voir les problèmes d'humidité que tu notais tout à l'heure. Dans le mur, on voit une auréole, par exemple, on est sur un mur du rez-de-chaussée qui a été mis à nu. Oui. Et on voit une auréole là, donc, qui peut témoigner d'un surplus d'humidité, ce qui explique que le drap qui a été mis en œuvre. Ouais, par exemple, ouais. Ça montre qu'il y avait des gros problèmes d'humidité, que malgré le drain, eh ben, il y aura quand même de l'eau qui va être dans les murs. Donc, c'est très bien que Marion et Fabrice aient appliqué un enduit à l'argile sur les murs directement. Ce qui est, ceci dit, beaucoup moins long qu'une peinture, hein, parce que s'il faut une peinture, il faut mettre du placo, il faut faire les joints entre les rails de placo, enfin, entre les plaques, faire la couche de pression, 3 couches de peinture. Ouais, c'est peut-être vrai. En Ouais, fait, je sais pas, cet enduit, ça a cristallisé notre frustration, on ne sait pas trop pourquoi. c'est très difficile, c'est un savoir-faire de faire des beaux enduits, parce qu'il faut passer du temps à faire Ouais. Oui, c'est ça. On a commencé à savoir faire à la fin, quoi. On a fini toute la pièce. Ouais, là, on voit à gauche l'isolation enterrée en polystyrène pré-enduite, là, sur la photo de gauche, et après l'isolation par l'extérieur en bois et en laine de paille de riz qui commencera au-dessus. Là, on voit le premier montant en bois qui est mis, et le papier en bas, là, avec ça, c'est Fabrice et Marion qui l'ont fait, le drain. c'est ça. Et donc là, on voit l'isolant qui a été enterré. Ouais. Isolant enterré, ouais. Enterré, donc qui est imputrescible, on prend du polystyrène. Voilà. Ouais, on va pas enterrer du bois. Voilà. Et là, on devine qu'il y a une surélévation légère de la toiture. Voilà. C'est exactement ça, ouais. Ouais. On a surélevé légèrement le toit pour permettre à Marion et Fabrice d'avoir un espace de vie quand même confortable dans le comble en haut. On ne voulait pas descendre en dessous du niveau existant. Donc voilà, la nouvelle charpente, elle a été mise un peu plus haute que l'existante. Il y a un décalage de toiture du coup avec la voisine. Ouais, c'est ça. C'est géré par une zinguerie, enfin, ça n'a pas été très difficile. Et ça, vous avez pu le faire parce que essentiellement, vous avez repris toute la charpente de base, en fait. Alors oui, là, dans ce cas-là, mais on peut le faire dans n'importe quel type de projet. Chaque fois, il y a le questionnement de savoir si on isole par-dessous la toiture existante ou par-dessus. Et donc, chaque chantier a ses contraintes, si c'est habité ou pas, si on peut surélever ou pas. C'est bien quelque chose qu'il faut, quand on fait la déclaration de travaux, c'est quelque chose qu'il faut bien préciser à la mairie, quoi. Voilà. C'est pas, nous, on n'a pas eu de
de soucis là-dessus. Mais... Oui, la plupart des mairies ne posent pas de problème quand on est sur des hauteurs de 20-30 cm et que c'est dans le cadre d'une rénovation énergétique, clairement. Si la Mm. maison n'est pas trop proche d'un voisin, ça ne pose pas de problème. La mairie donne son accord pour la demande de travaux. Et ici, on a la dépassée de toiture qui a été reprise aussi pour protéger de l'isolant, c'est ça? Ouais, on a recréé une dépassée de toiture aussi, enfin, de la même taille que l'existante, malgré qu'on ait épaissi la façade de 25 cm, donc 20 cm d'isolant plus 5 cm pour l'enduit, et donc afin de protéger un peu mieux les murs, effectivement. D'accord, ok. Et donc la série, enfin, en fait, toute la réfection de la toiture a été faite, quoi. Voilà. Et ici, on voit donc le conduit qui traverse la toiture dont tu as parlé. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de cette étanchéité? Bah, là, on est sur une étanchéité neuve spécifique à des nouveaux conduits de fumée qui permettent d'avoir un bon rendement et moins d'émissions polluantes par rapport au poêle. Donc, c'est quand même une chose hyper importante à Grenoble, vu que les principales émissions, c'est le chauffage au bois. C'est pour ça qu'il y a des aides de la métro avec la Primaire Bois qui permet aux particuliers d'avoir une subvention. Et donc, dans ce cadre-là, il faut effectivement bien changer la fumisterie, ce qui n'est pas toujours fait par la plupart des personnes, pour avoir un bon rendement du poêle et moins d'émissions de particules fines dans l'atmosphère. Donc, c'est ce qui a été fait. Et là, on voit la coque Enfin, là, ce qu'on voit, c'est une coque d'étanchéité à l'air pour éviter qu'il y ait un flux d'air qui passe entre le conduit et l'extérieur. Voilà. Cette membrane rouge permet de d'épouser parfaitement le conduit. Elle est ininflammable et permet de faire l'étanchéité à l'air entre le frein à vapeur qui vient se scotcher en bleu dessus, quoi. Ouais. Ok. Et après, pour ce qui concerne l'isolation, du coup, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bah, nous, ce qu'on propose, enfin nous, ce qu'on fait, parce qu'on est quand même des métiers du bois à la base, des charpentiers, donc on vient fixer avec des équerres sur la maçonnerie 2 couches de bois, donc de 10 cm, ce qui nous permet d'avoir 2 couches d'isolant croisé, et donc d'avoir un bon confort thermique autant pour l'hiver que pour l'été. Donc là aussi, il y a la question du déphasage, qui est aussi très confortable. Ça nous permet d'insérer les menuiseries dans cette épaisseur et ce n'est pas le cas chez eux, mais chez nos clients, d'insérer des volets roulants ou des brise-soleil dans cette épaisseur d'ossature. Elle est importante, mais elle permet d'encastrer dans l'isolant un volet roulant ou un brise-soleil qui est aussi assez agréable pour le confort d'été. Là, Marion et Fabrice, ils ont choisi de remettre des volets bois sur les façades eux-mêmes. Mais c'est indispensable pour garder un bon confort thermique d'été d'avoir des systèmes d'occultation devant les menuiseries. Sinon, la chaleur rentre à l'intérieur et vu qu'on est très bien isolé, la chaleur reste à l'intérieur. Donc aujourd'hui, le combat, il est plus sur le confort d'été que le confort d'hiver, clairement. Et après, j'imagine qu'on remplit le tout et il y a une solution pour après protéger de l'isolant une fois qu'il est mis en œuvre dans l'ossature? Alors, il y a effectivement beaucoup de techniques. La technique qu'on voit le plus souvent par l'extérieur, c'est des plaques d'isolant fixées sur les façades et un enduit directement mis sur les plaques. Nous, là, c'est différent. Donc, comme on a vu, il y a une ossature bois qui est fixée avec 2 couches d'isolant. Ensuite, il y a la bâche noire qu'on appelle un pare-pluie qui est mis devant cet isolant pour le protéger des éventuelles intrusions d'insectes ou de l'humidité. Et là, l'enduit, ici, c'est mis sur ce qu'on appelle un ergalto. C'est le grillage qu'on voit un peu sur la gauche. Voilà. Donc, c'est un grillage support d'enduit. Donc, l'enduit va être projeté sur le grillage. Et entre le grillage et la bâche noire qu'on a vue, il y a une lame d'air. Donc, ce qui permet, s'il y a un flux d'humidité, de pouvoir s'échapper. Et ce qui permet aussi de protéger l'isolant. Donc là, on est vraiment sur un système constructif qui va protéger l'isolant pendant de très très longues années. C'est-à-dire que même si le crépi doit être changé dans 50 ans, on a juste à enlever le grillage et l'isolant sera toujours intact avec l'ossature de bois derrière la bâche noire. Alors que dans les systèmes de plaques contre les façades, on peut toujours se questionner sur comment vont être entretenus les enduits sur les plaques qui font l'isolant. Voilà. Et ça peut des fois être plus compliqué, je pense. Il y avait justement quelques questions sur l'isolant utilisé, donc la paille de riz. Est-ce qu'elle est moins rigide que l'isolation en polyester? Alors, je pense que ça veut plutôt en polystyrène. Et effectivement, quelle est l'épaisseur de la paille de riz? C'était quoi la première question? Est-ce qu'elle est plus? Est-ce qu'elle est moins rigide que l'isolation Oui. en polystyrène? Oui, bien sûr. Ouais. Donc, en polystyrène, ce qu'on voit, ce sont des plaques vraiment dures, alors que là, ce sont des plaques semi-rigides, donc un peu la consistance d'un matelas de lit.
Donc, ils peuvent plus facilement épouser et plus facilement être mis entre différents montants pour bien être compressés entre les montants. Voilà, et donc c'est 2 couches de 10 cm. Mm. Nous, on propose, on peut mettre aussi moins des fois sur les façades. Après, chaque projet est particulier, mais globalement, c'est le premier système qu'on propose à chacun de nos clients, c'est la couche croisée en 10 cm qui comporte de nouveaux avantages. Une fois qu'on a mis en œuvre ce Narigalto, est-ce qu'il y a des particularités sur le choix de l'enduit, sur les détails techniques, les points sensibles Mm. qu'est-ce qu'on Eh peut- ben, oui, effectivement, le diable se cache toujours dans le détail. Donc, c'est tous les problèmes d'humidité. Il va falloir toujours penser à si l'enduit, fissure, est-ce que les bavettes de fenêtre vont être bien étanches, est-ce que l'isolant est bien protégé. Donc, avec le façadier, il y a effectivement un travail, et c'est toujours au niveau des détails des fenêtres qu'il faut bien être en lien avec lui pour lui proposer un bon support et que lui il puisse bien faire son enduit. Donc ça, c'est vraiment, il y a un vrai travail de collaboration entre le façadier et la personne qui a fait l'isolation par l'extérieur. Voilà, et donc là, il utilise un enduit à la chaux et pas au ciment, voilà, comme c'est écrit, pour permettre une respirance à la vapeur d'eau des murs, et que s'il y a de l'humidité sous forme de vapeur qui traverse le mur, qu'elle ne soit pas bloquée derrière l'enduit et qu'elle ne crée pas des désordres au niveau de l'humidité dans l'isolation par l'extérieur. Voilà. C'est important de toujours travailler. Enfin, nous, en tant que, on propose que des prestations écologiques, et c'est un des critères d'isolation écologique, voilà, c'est qu'elle permet la transmission de la vapeur d'eau. Voilà. Et on devine du coup au bas ici les 20 cm Mm. et ensuite la partie enterrée qui est un petit peu moins épaisse, mais en tout cas qui est bien là, quoi. C'est pour ça qu'on a cette rupture et cet enduit, on a l'impression qu'il s'arrête avant le sol. C'est parce qu'on a isolé et enterré. Voilà, Ouais. nous, notre système prosoptique, il est sensible à l'eau, c'est du bois et de la laine de paille de riz, donc on doit se tenir à une garde au sol de 20 cm. Donc en dessous les 20 premiers centimètres au-dessus du sol sont avec l'isolant en polystyrène qu'on a vu. Voilà. D'où le décroché, la différence d'épaisseur. Ok. Et ensuite, en ce qui concerne la toiture, pour être un petit peu plus précis sur l'aspect technique, est-ce que tu peux nous en dire cette composition de toiture? Bah, là, voilà, c'est un peu comme ce qu'on avait vu tout à l'heure. Effectivement, là, c'est une charpente traditionnelle. On a des grosses poutres ou les pannes là qu'on voit à l'horizontale au milieu de la photo, des chevrons qui font la structure du toit. Et après, en fait, on recrée des caissons avec des panneaux d'OSB là qu'on voit un peu en jaune pour venir épaissir l'épaisseur du toit, pour avoir les 35 cm d'isolant voulu. Donc, c'est comme des caissons un peu étanches. On vient fixer la toile blanche qui est le frein vapeur à droite. Et après, on va venir dans ces caissons insuffler la ouate de cellulose avec une machine qui va, voilà, souffler sous pression ce papier déchiqueté là, un isolant très utilisé aujourd'hui. Ok. Et après, au niveau du conduit, est-ce qu'il y a des points de vigilance particuliers au niveau du conduit? Oui, bien sûr, il y a tous les écarts au feu à respecter. L'isolant qui traverse le toit, c'est un isolant laine de roche, insensible au feu. Oui, il y a tout un tas de réglementations très techniques et sérieuses à respecter pour la pose d'un conduit de fumée. Donc après, Marion et Fabrice, ils se sont bien documentés. On les a conseillés et ils ont posé le reste à l'intérieur. Voilà, donc en fait, il y a eu un calcul qui a été fait entre leur poêle qu'ils ont choisi et la fumisterie qui a été posée. Voilà. Normalement, il y a un petit calcul qui doit s'opérer pour choisir le bon dimensionnement du conduit pour qu'il y ait un bon rendement du poêle. Nous, on a un logiciel dans l'entreprise qui nous permet de calculer ça. Ok, super. Et bah, finalement, maintenant qu'on a vu tout le déroulé de la réalisation des travaux, mais vous avez déjà plus ou moins répondu à la question, Marion et Fabrice, est-ce que vous ressentez une différence du coup après les travaux entre le avant et le après, que ce soit en hiver ou en été? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Donc déjà cet été, bon voilà, nous on n'y habite pas tout le temps, mais donc cet été au niveau quand on a travaillé dans les combles, le avant et le après isolation, ça a été voilà, enfin
J'ai souvenir que c'était en mois de juin, il faisait super chaud là. Et c'était une horreur d'aller travailler là-dessous. C'était une fournaise. Et dès qu'on a mis l'isolation, après, on a été 7 pour poser tout le lambris dans toute la pièce. On avait été 7 à tout faire en une journée. Et il n'y avait pas eu de problème de surchauffe, quoi. C'est un peu Alors, chaud, il faisait chaud, mais il faisait chaud parce qu'on était en été, mais voilà, quoi. Donc ça, là-dessus. La maison est restée quand même fraîche tout l'été. Bon, voilà, après, on n'y habitait pas, mais par rapport à l'appartement de Grenoble ici, on est allé dormir des nuits là-bas, hein, parce qu'il est trop chaud. Et au niveau du froid, c'est ce qu'on, bon, voilà, là, on n'y est pas, donc on ne chauffe pas, et ça va, quoi. On n'a pas encore le retour avec les Oui, radiateurs oui, et on tout, n'a mais pas encore trop le retour, mais bon, voilà, quoi, là, on ne chauffe pas et on bouge quand on y est, on fait les travaux. Donc, voilà, on n'est pas assis derrière un ordinateur comme on pourrait l'être, comme on l'est maintenant. Mais voilà, quoi, enfin, on y va le week-end, on va y dormir de nuit, quoi. On dort avec une couette, quoi, mais c'est tout, quoi. Et on n'a pas encore chauffé. Voilà. Donc, agréable. Voilà. Et Adrien, comment tu peux expliquer autrement que par le déphasage le confort d'été qui a été ressenti justement par Marion et Fabrice? C'est parce qu'on utilise un matériau à forte inertie. Ah, je vous présente ma fille qui s'incrustait dans la conversation. Oui, c'est un matériau à forte inertie. Il a une certaine densité, ce qui permet au flux de chaleur de prendre du temps pour venir à l'intérieur de l'habitat. Ce qu'on n'a pas effectivement dans les isolants traditionnels en laine de verre qu'on voit. Il y a des isolants en laine de verre qui sont denses, mais le classique, il n'est pas très dense. Donc le flux de chaleur, il va passer assez vite à travers l'isolant. Donc il faut choisir des isolants à forte densité en tous les cas, pour le confort d'été. Et est-ce qu'il y a un lien aussi avec le fait d'avoir isolé par l'extérieur? Oui, on est dans le même principe. En fait, vraiment, l'avantage de l'isolation par l'extérieur, c'est un énorme avantage, c'est que les murs maçonnés, structurels, on va les garder du côté intérieur. Il faut s'imaginer qu'en hiver, la paroi, la maçonnée, elle est hyper froide et l'isolant à l'intérieur, il va faire que lutter contre le froid du mur. Et donc, on va même réchauffer un peu le mur avec le chauffage. Et pareil pour l'été. Le mur, il est frais à l'intérieur et l'extérieur, le flux de chaleur extérieur, il ne va pas réussir à arriver jusqu'au mur. Donc, il y a vraiment un véritable confort d'avoir une isolation par l'extérieur. C'est indéniable là-dessus. je pense que ça crée de l'inertie. Voilà. Oui, c'est ça. C'est le fait d'avoir isolé par l'extérieur, ça permet de conserver l'inertie du logement. Alors, bon, là, le schéma, c'est surtout ce qui concerne l'hiver, mais l'été, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que pour avoir une température ressentie, en fin de compte, la température ressentie, c'est la somme de la température de l'air et de la température d'une paroi divisée par 2. Dans le cas où on a un mur isolé, la température de paroi est de 18 degrés, tandis que dans le cas où on est sur un mur qui n'est pas isolé, la température de paroi est plutôt de 10 degrés. Donc la température de ressenti n'est pas du tout la même, malgré le fait que la température de l'air soit la même. Donc en général, à 15 degrés en ressenti, vous allez avoir une sensation d'inconfort et vous allez avoir tendance à augmenter la température de consigne. Et donc, si vous augmentez la température de consigne, vous augmentez vos consommations énergétiques. En moyenne, c'est 1 degré de moins, ça va être 7% d'économie d'énergie. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'économie en hiver. Et puis après, pour ce qui est de le confort en été, le peu de chaleur, comme l'a souligné Adrien, on a tendance à mettre des brouilles de soleil orientables pour éviter que le soleil rentre directement dans la maison. Donc le peu de chaleur qui arrive à traverser l'isolant a encore tout le mur et son inertie à traverser avant de rentrer dans le logement. Et admettons que le soleil qui tape votre fenêtre, il y a un rayonnement direct dans la maison, donc une montée en température. Cette montée en température va aussi être palliée par l'inertie qui est encore là du mur qui peut absorber une partie de la chaleur. Donc c'est super d'avoir ce témoignage, en tout cas, sur le confort et le ressenti déjà, suite aux travaux. Du coup, là, ce qu'on aurait envie de se poser comme question, c'est quel bilan vous faites en fin de compte de ce projet? Qu'est-ce que vous a apporté Murmure? En termes de modernisation aussi, qu'est-ce que vous en pensez de votre maison?
Et puis, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil éventuellement à des maîtres d'ouvrage qui réfléchissent à rénover leur logement? C'est tout, moi. Allez. Bah, nous, déjà, on est content, on a quand même réalisé quelque chose qui nous ressemble. Voilà, ça, ce qu'on disait un peu au début, quoi, habiter dans une maison pas isolée, enfin, ça allait en contradiction avec un peu tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Donc, on est content quand on y va. Bon, bah, c'est pas Ikea, hein, c'est clair, il y a plein de petits défauts partout et tout, mais c'est aussi ce qu'on. Ça nous C'est ressemble, ça, quoi. ça nous ressemble. Voilà. On est content, on est aussi content, ça s'est très bien passé avec l'écosystème. Enfin, c'est à souligner, quoi. Il n'y a pas eu on ne s'est pas embêté à faire gna, 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 gna. Enfin, voilà, ça a été super agréable, quoi. Ça n'a pas été stressant. Bon, par contre, faire les travaux nous-mêmes, c'est un peu plus stressant. Donc voilà. Et donc, bah, Murmure, bah, ça nous a permis de nous rassurer. En fait, c'est ce qu'on disait au début, de se dire qu'on n'a pas fait des choix démentiellement fous ou pas. Enfin, voilà, ça permet de se mettre en confiance dans le projet qu'on va réaliser. Oui. C'est quand même des grosses sommes. C'est vrai on avait déjà réfléchi le projet et on est arrivé avec quelque chose qui était déjà un peu réfléchi et le fait qu'il nous ait conforté là-dedans, c'est hyper agréable, quoi. Bah, plus qu'agréable, c'est Enfin, rassurant, quoi. oui, c'est Voilà, important, quoi. tu te dis pas, enfin, c'est des grosses sommes. Tu te dis, enfin, moi, je vois par rapport, j'ai des collègues qui n'ont pas justement cet accompagnement-là, parce qu'ils sont dans la communauté du Crazy Violent. Bah, tu te dis, ah, mais c'est énorme, vraiment. Enfin, est-ce que je fais le bon choix bah, avec de l'ALEC, nous, c'est ça permet de te dire, ok, bon, bah, allez, enfin, ça rassure, quoi. Et dans les conseils qu'on donnerait à remettre à d'autres gens qui veulent faire la même chose, bah, c'est bien, hein, faut le faire. Allez-y à fond. Déjà, que c'est pas parce que nous on a isolé en paille de riz qu'il faut isoler en paille de riz, c'est pas parce que y en a qui isolent en polyester qu'il faut isoler en polyester. Enfin, il y a tellement de solutions et tellement de chauffage ou d'isolation qu'il y en a forcément une qui convient et mettre en place quand même une solution d'isolation, je pense, ou d'économie de chauffage, c'est toujours mieux que de rien faire. Donc voilà. Moi, je dis, voilà, il faut prendre les choses et puis voilà, avoir des avis. Si vous faites vous-même des travaux, c'est bien d'avoir des avis extérieurs. Donc, par exemple, des fois, écosystème, par exemple, ils nous ont tiré des trucs. Ah, mais oui, voilà. Ou même. Oui, c'est vrai qu'entre Murmure, l'audit énergétique qui nous a donné quand même des conseils, écosystème, et puis même des gens qui sont venus nous aider pour les travaux. Ouais. Plus on a d'avis extérieurs sur le projet qu'on a fait mûrir nous, en interne, et plus il s'enrichit. Et ça, c'est vraiment un aspect très important d'un projet, c'est de savoir le faire mûrir, Ouais. même en cours de construction. Au moment de commencer la salle de bain, c'est un détail, mais la salle de bain, on l'a déplacée une semaine au dernier moment avant de la commencer sur une remarque bête que nous a fait le père de Marion et qui en fait est évidente. Et donc voilà, le bref. bon sens, c'est ça. C'est souvent quand on est Les avis extérieurs dans un projet, on est enfermé dans notre vision. Et donc, en fait, on se complique des fois la vie avec certaines solutions. Ouais, clairement. Et en fait, le fait qu'il y ait quelqu'un qui vienne te dire « T'es sûr que tu vas faire comme ça? Franchement, c'est pas un peu compliqué? Regarde à droite. » Là, tu fais « Ah !» Et ça simplifie beaucoup de choses. Voilà. Super. Eh bien, la présentation devait se terminer à 19h, donc on a un petit peu de retard, mais c'était super intéressant. Merci beaucoup pour vos témoignages. Merci également à tous ceux qui se sont connectés et qui ont assisté à la présentation. Si toutefois vous voudriez entrer en contact avec nous, vous avez nos coordonnées. Donc, vous avez rempli un formulaire d'inscription dans lequel vous avez indiqué votre adresse mail. Donc, ne vous inquiétez pas, on pourra vous faire suivre la présentation. Voilà, on a également ce qu'on appelle l'espace info-énergie avec l'information sur les aides financières. Donc, ça renvoie directement vers notre site internet pour savoir en fonction de vos situations à quoi vous avez le droit. J'en profite juste pour dire, voilà, Marion disait dans le Grésivaudan, il n'y a pas Murmure, mais voilà, il y a d'autres dispositifs qui existent aussi sur les autres territoires de l'Isère ou d'ailleurs.
Donc voilà, n'hésitez pas à contacter l'Espace Info Énergie pour l'Isère ou voilà, d'autres structures pour vous renseigner au mieux. Exactement. L'objectif est le même pour les structures voisines, c'est d'informer et d'apporter un message neutre et indépendant sur tout ce qui touche à la rénovation énergétique. Donc, vous pouvez appeler ce numéro sans aucun souci. Il y avait une question dans le chat et n'hésitez pas si vous en avez d'autres à les poser. Donc la question c'était le montant des travaux présentés précédemment représente-t-il tous les travaux ou seulement les travaux exécutés par Écosystème? Je ne sais plus c'est quoi le montant. C'était que les travaux Ouais, énergétiques Écosystème. d'écosystème. Et le poêle, l'achat du poêle. Et je crois que c'était 58, je crois. Exactement. 58, ouais. Et au global, alors. Ouais, 58 au total. Donc 58, après là, c'est ça, il y avait à peu près 8 000 € de gagner avec les aides, là, les CEE, il me semble. Mais notre enveloppe globale, c'est ça C'était 80 en tout. Ouais, on rajoutait plus 30 par rapport à Écosystème. Voilà. En gros, on a plus 30 d'aménagement intérieur, quoi. Si vous voulez faire des travaux vous-même, moi, ce que je vous conseille au niveau du budget, vous prenez la pire estimation. Voilà, vous pensez avoir tout pris en compte, vous prenez la pire estimation, vous multipliez par 2. Et là, on est rentré comme il faut dans le budget, quoi. Si vous faites les travaux vous-même, nous, c'est notre expérience, on a déjà fait une rénovation avant. En fait, on oublie les vis, on oublie la perceuse qui casse, on oublie ah tiens, j'ai pas tel outil, ah tiens, et en fait, c'est facilement mis. Voilà, nous, on avait fait notre budget comme ça, et là, on arrive à la fin des travaux et on voit qu'on y est, quoi. Il va nous rester un petit peu, quoi. Il va nous rester peut-être 3 000 €, 4 000 €. Mais c'est ça, on a tout multiplié par 2. Voilà. Je vois, on a un voisin qui n'a pas fait ça, et ce qui fait qu'il s'est retrouvé un peu juste au niveau budget. Mais après, bon, voilà, nous, quand on a acheté, on savait déjà qu'on allait mettre cette enveloppe dans les travaux, quoi. C'est ce qui peut être différent par rapport à des projets de rénovation quand on habite déjà. Nous, on avait le prix de la maison plus les travaux. Voilà. Oui, il y avait une autre question. Est-ce que la mise en œuvre correspondait exactement aux recommandations de l'audit? En fait, l'audit, c'est ça, c'est comme on avait déjà l'audit, c'est ce qui nous a un peu, on va le dire, un peu moins plu. Parce qu'en fait, notre projet quand même était déjà bien ficelé, donc il n'a pas rajouté grand-chose. En gros, l'audit nous a permis de calculer le système de chauffage, quelle est la puissance qu'il fallait, quoi, parce qu'on avait des radiateurs immenses avant, il fallait moins. Mais en soi, notre projet, il était déjà là. En gros, nous, on a pris le plus, c'est ce qu'on voulait de toute façon. Donc, en fait, ça correspond à ce qu'on avait dit dans l'audit. Et juste, la question, c'était quoi? La mise en œuvre, est-ce que la mise en œuvre sur chantier correspondait à la mise en œuvre de l'audit énergétique, c'est ça? On a fait, ouais. Recommandation. Après, vous n'avez pas appliqué tel quel un scénario de l'audit, mais vous avez quand même… Oui, si on a appliqué un scénario de l'audit, et la seule chose où on a divergé, c'est qu'à la base, on avait prévu de faire une isolation thermique au sol du rez-de-chaussée. Et ça, on l'a pas fait. Et ça, on l'a pas fait on en a marre. On en a marre, ouais. Ça prend du temps. Donc, à part ça, oui, toutes les recommandations ont été respectées. Et après, si la question c'est des recommandations spécifiquement de mise en œuvre technique d'un isolant, lui, il donnait pas des recommandations de mise en œuvre technique. Ça, c'est plutôt l'ALEC pour le coup, qui fait des documents très bien pas pour contrôler, mais pour voir comment ça doit être mis en œuvre. Lui, il évoquait plutôt, il faut tant de centimètres d'isolant. Après, la mise en œuvre précise, c'est plutôt à voir avec l'entreprise et l'ALEC. Après, pour compléter sur la question de la pertinence de réaliser un audit, pour vous avoir suivi, moi j'ai l'impression que vous aviez déjà bien mûri la réflexion on met le paquet sur l'enveloppe et après on se pose la question du système de chauffage. Ce n'est pas toujours le cas pour tous les projets qui sont accompagnés. Des fois, il y a peut-être besoin,
la réalisation de cette audit peut être plus pertinente dans certaines situations où on a besoin de hiérarchiser les travaux. Ouais, non, mais c'est sûr. Et non, Oui, puis c'est vrai. il faut aussi voir que Fabrice, lui, il travaille dans de la structure béton et donc il a des collègues thermiciens. Et comme il mettait du temps à nous fournir comme on voulait un dimensionnement de chauffage, ben, on avait en fait déjà les déperditions en fait, de notre côté. Bon, voilà, c'est un cas très particulier, quoi. C'est pour ça que je disais ça, mais ouais, c'est un cas très, très, très particulier et je pense que c'est bien de le faire. Ça te permet de rendre compte de plein de choses. C'est lui qui nous a le premier parlé de l'enduit d'argile, des terres à l'argile. Donc, non, c'est cool. Non, c'est bien. Voilà. Ok, super. A priori, on n'a plus d'autres questions, je crois pas. Non. J'ai vu passer une question sur l'enduit paille, je crois. Sur l'enduit paille? Ouais. Ah, moi, je n'ai pas vu. Elle vous a peut-être été envoyée juste à vous. Ouais, en Ah, privé. on Mais peut si peut-être vous regarder. voulez se trouver et que vous voulez y répondre, on peut. Après, on se laisse encore peut-être 5 minutes si on veut répondre à une dernière question. Mais D'où vient la paille de riz et la terre de vos enduits? La paille de riz, je crois que c'était... Bon, Adrien, tu vas peut-être m'interrompre, mais il me semble que c'était de Camargue. Ouais, c'est ça. Il me semble que c'était marqué dessus. C'est ça. Ouais. C'est de la Et paille. l'enduit, c'est La terre, on ne Acter. sait pas d'où elle vient exactement. Si, c'est Acter. Donc, Oui, mais ça, c'est la marque. Mais on ne oui, sait pas. mais ils le disent d'où ils viennent. Mais il faut que je regarde. Ça vient pas de Pétaouchnok, normalement. Non, c'est de la terre régionale, Acter. Ouais, normalement, mais je sais plus où c'est qui le disait. Bref, c'est Acter, la marque. Akteeetrre. Donc, voilà. Faudrait regarder. Là, avec le téléphone, c'est pas ultra. Normalement, ça vient pas trop loin. Ouais. Il y a plusieurs fournisseurs de terre, dont Acter. Et après, la laine de paille de riz, c'est une entreprise qui s'appelle FBT. C'est un isolant qui est mis sur le marché depuis 1 an, 2 ans, et qui ressemble très fortement à la laine de bois, en fait. C'est exactement les mêmes caractéristiques, la même forme. Simplement, c'est fait avec de la laine de la paille de riz de Camargue. Voilà. ok, Ouais, c'est aussi intéressant de dire que la paille de riz, en fait, c'est un déchet qui est réutilisé nulle part et donc ça valorise ce déchet-là, en fait, aussi. Enfin, de ce Ouais, qu'on c'est avait clair. vu quand tu nous avais donné la documentation, Adrien. C'est ça. Vu qu'on aime bien, nous, utiliser la botte de paille, l'isolation paille pour les maisons neuves, vu qu'il y a très, très peu d'énergie grise dans le matériau, donc très écologique, ça nous plaît effectivement d'utiliser un matelot, d'un matériau un peu industriel avec de la paille de riz qui est fortement imputrescible, quoi. C'est sa spécificité première. Et d'ailleurs, c'est pas qu'on n'y croyait pas, mais on se posait des questions. Alors, c'est sous avis technique, donc on y croyait, mais on a quand même laissé un panneau d'isolant de paille de riz à l'extérieur qui a été pendant des mois au soleil, à la pluie, aux intempéries et tout. Et c'est vrai que ça bouge quasiment pas, quoi. Alors après, il est pas resté 10 ans, hein, Ouais, oui, mais dehors, mais pas voilà, quoi. protégé. C'est pas comme s'il avait pourri en 2 mois, quoi. Ouais, ça donne confiance par rapport à de la laine de bois qui, elle, va s'abîmer, se déliter tout de suite. Mm. Ouais. super. Bah, a priori, on n'a pas d'autres questions, donc on va en rester là pour ce soir. Mm. Merci encore pour votre temps et votre témoignage. De rien. C'est sympa. On vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. Alors, comme je disais, on va vous faire suivre la présentation à toutes les personnes qui sont inscrites par mail. Voilà, et on vous souhaite de bien profiter de cette maison, du coup. Bah ouais. On espère que ça va être fini un jour. Non, ça Merci à va vous être aussi. Merci. Ouais. Murmure reste un accompagnement qui est quand même très qualitatif. Cool, ouais. Pareil, avec l'écosystème, ça s'est bien passé. C'était sympa. Enfin, voilà, nous, on a donné des coups de main sur le chantier et on a été plutôt bien accueillis et tout. C'était bien sympa quand même. On a bien rigolé. Voilà. Et merci également à Adrien Abel de l'écosystème pour avoir partagé son expertise technique. Merci aussi à l'ALEC et puis merci aussi à Marion et Fabrice. Hein, c'était vraiment un chantier bien sympa. Et bonne soirée à tout le monde. Hein. Au Au revoir. Bye bye. revoir.